dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Voici l'essentiel de l'actualité de ce 1er octobre 2024. Les députés ivoiriens de retour à l'hémicycle après 3 mois de congé. L'Assemblée nationale a ouvert sa 2e session aujourd'hui, une session qui aura comme principale thématique le budget de l'État. Du 19 octobre au 10 novembre, les nouveaux majeurs sont appelés à s'inscrire sur la liste électorale. C'est la période de recensement électoral fixée par le gouvernement ivoirien. Quelques réactions des populations, des partis politiques et de la société civile dans cette édition. Et puis ces dégâts après une frappe israélienne sur Baalbek au Liban. L'armée israélienne a annoncé de nouvelles frappes sur des dizaines de cibles appartenant au groupe armé Hezbollah. Et on démarre avec cette rencontre du parti au pouvoir. Hier lundi, le président du RHDP, Alassane Ouattara, a échangé avec les instances de son parti. Il a encouragé et galvanisé ses troupes, leur demandant de descendre sur le terrain pour se rapprocher des électeurs et prendre en compte leurs préoccupations. La rencontre s'inscrit dans la préparation de l'élection présidentielle de 2025 et la révision de la liste électorale. Les précisions de Salif Yalekwe et de Tanguy Konan. Sofitel Hôtel Ivoire, lundi soir. Les coordonnateurs principaux, associés les ministres coordonnateurs adjoints et les ministres gouverneurs coordinateurs adjoints, sont au rendez-vous. À l'appel du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, président du RHDP, le Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix. Ordre du jour de cette séance de travail, l'émission de ces nouveaux coordonnateurs. Au terme de cette séance de travail d'environ 2 heures, le porte-parole principal est revenu sur ces grandes articulations. 1 140 021 militants ont été enrôlés dans la base de données e-militants du RHDP. Le président du parti a noté le bon fonctionnement des instances du parti, notamment le directoire et le secrétariat exécutif. Le président du parti a cependant noté quelques difficultés au niveau du rythme d'exécution des programmes en cours et de la coordination des activités du parti à la base. Pour sa part, la ministre en charge de la Culture, Françoise Remarque, a au nom de tous ces cadres lu une motion de soutien au chef de l'État ivoirien. Exprimons notre détermination à tout mettre en œuvre pour que le RHDP, sous l'égide de son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, soit le vainqueur incontesté de la prochaine élection présidentielle de 2025. À son tour, Alassane Ouattara, saluant ses collaborateurs, les a félicités pour le travail fait sur le terrain pour l'ancrage de son parti. Pour dire toute ma fierté que nous avons pu construire ce grand parti, un grand parti pour la Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre beau pays et pour le développement et le progrès pour nos concitoyens. Le président du RHDP a par ailleurs demandé aux coordonnateurs régionaux de développer la solidarité et de se tenir au plus près des préoccupations des militants. Et la période de recensement électoral est fixée du 19 octobre au 10 novembre. Le RHDP, qui veut faire inscrire 1 200 000 primo-votants sur la liste électorale, a déjà sonné le glas de la mobilisation, comme vous le voyez. Dans la commune de Songon, la jeunesse du parti a organisé une cérémonie de remobilisation des troupes. Les militants sont invités à s'inscrire sur la liste électorale pour une victoire écrasante en 2025. Les explications de Nadia Edia et d'Eric Kimou. C'est une jeunesse mobilisée qui a répondu présent à l'appel du Bureau national de l'Union de la jeunesse RHDP. À quelques semaines de la révision de la liste électorale, prévue du 19 octobre jusqu'au 10 novembre prochain, un seul mot d'ordre, l'enrôlement de nouveaux majeurs pour une victoire du parti au premier tour de l'élection présidentielle de 2025. Nous avons pris l'engagement de faire enrôler 1 million de jeunes sur la liste électorale. Et cela passe par un travail minutieux que nous sommes en train de confier aux jeunes. Nous leur avons demandé de parcourir tous les villages, tous les hameaux, de faire du porte-à-porte, de rassembler tous les documents administratifs de tous les jeunes afin qu'ils soient prêts. Pour déjà préparer cette opération. Et dès que la CEI ouvre l'opération le 19, il faut que nos jeunes prennent d'assaut tous les lieux d'enrôlement pour aller se faire enrôler sur la liste électorale. Et c'est à travers ça que nous allons garantir la victoire à notre parti dès le premier tour en 2025. Une mission bien réussie par la jeunesse RHDP,
de la commune de Songon. Ici à Songon, avec le Premier ministre, nous sommes déjà avancés. Les jeunes ont compris que le fer de lance du RADP, c'est eux. Ils sont en train de parcourir villages, campements, hameaux, pour que nous puissions dépasser le quota de 702 primo-votants, l'objectif du RADP à Songo. Nous sommes aujourd'hui à 1500 primo-votants au lieu de 702. Ces meetings de remobilisation de la jeunesse du parti au pouvoir ont été lancés à Yopougon en présence de quelques 10 000 militants, selon le président de l'UJRHDP. Songon marque la 6e étape de cette tournée avec en ligne de mire la réélection du président Alassane Ouattara. Et je vous le disais en titre, ouverture ce mardi de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale. La question du budget de l'État sera la principale thématique de cette session, selon le président de la Chambre basse du Parlement, Adama Bictogo. En dehors du budget, 22 projets de loi seront débattus. Vital Kamere, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, est l'invité d'honneur de cette ouverture de session. Ouverture suivie pour vous par Salif Alekwe et Joseph Zekré. Après 3 mois de congé, les députés ivoiriens de retour à l'hémicycle à l'occasion de l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'institution au titre de l'année 2024. Dans son discours solennel, le président de la Chambre basse du Parlement est revenu sur des pans de l'emploi du temps des élus de la nation. Le vote du budget de l'État, comme vous le savez, est une activité majeure du Parlement qui va au-delà des interactions entre le pouvoir exécutif et législatif. Il concerne la société dans son entièreté. En tant que parlementaires, il nous incombe de nous assurer que les questions relatives à la cherté de la vie, à la recherche de financements novateurs, à la performance fiscale, à l'amélioration du cadre de vie et du bien-être de nos concitoyens et surtout à l'organisation des prochaines échéances électorales qui sont au cœur des préoccupations de nos populations soient analysées et discutées en toute objectivité. Invité d'honneur de cette rentrée parlementaire, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, qui a salué les efforts du gouvernement ivoirien pour le développement du pays et la volonté des populations ivoiriennes à tourner définitivement la page des années de crise, a exhorté les Africains à l'union et la solidarité. Une rentrée parlementaire à la veille de l'opération de la révision de la liste électorale, un sujet d'intérêt pour tous les groupes parlementaires, notamment ceux de l'opposition. J'espère que ce budget va prendre en compte les grandes préoccupations de nos compatriotes, la question de la cherté de la vie, la question du prix des matières premières, notamment du cacao qui doit être réaménagé, etc. etc. Donc, évidemment, vous savez aussi qu'il y a d'autres dossiers comme l'enrôlement électoral pour lequel l'Assemblée nationale aussi devrait logiquement se prononcer, ne serait-ce que pour rendre gratuite la carte nationale d'identité. Cette rentrée parlementaire s'est faite à la veille de l'année 2025, qui est l'année électorale, et que cette année électorale doit être abordée avec le plus de sérénité possible par le peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, le plus grand souhait de toute la Côte d'Ivoire, c'est que ces élections, cette année électorale, soit une année qui n'inspire pas la peur. Et le président de l'Assemblée a donné des orientations concernant la vie chère. Quels sont les mécanismes qui ont été pris en compte? Quels sont les projets novateurs phares pour la lutte contre la pauvreté inscrits dans ce budget? Et c'est cela que les députés vont surtout regarder. Outre le budget, d'autres textes de loi en instance sur le bureau de l'Assemblée nationale seront soumis à notre examen. Il s'agit de 22 projets de loi, au nombre desquels 8 projets de loi ordinaires, 5 projets de loi de ratification d'ordonnances et 9 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. Et vous le savez, du 19 octobre au 10 novembre 2024, c'est la période de recensement électoral fixée par le gouvernement. La CEI convie demain les organisations de la société civile à une réunion d'information sur le mode opératoire. La période définie divise l'opinion. Je vous propose des réactions des partis politiques, de la société civile et des populations, dont ce reportage de Mardoché Kwasi, Faltia Koulibaly et Cheikh Bleu.
Tous les Ivoiriens en âge de voter seront invités du 19 octobre au 10 novembre prochain à s'inscrire pour les uns sur la liste électorale et pour les autres à y modifier leurs informations les concernant. À un peu plus de 2 semaines du début de l'opération, les populations rencontrées aussi bien à Abidjan qu'à Yamoussoukro, la capitale politique, réclament plus de communication et de temps pour la réussite de l'opération. J'aimerais qu'on communique encore plus, on sensibilise plus à ce niveau pour éviter beaucoup de choses, beaucoup de litiges, d'incompréhensions. En révisant la liste, c'est une manière, n'est-ce pas, d'opter pour la transparence. Parce que souvent, il y a des gens qui sont décédés, qui ont toujours leur nom sur la liste. D'autres ne sont plus dans le pays. Il y a beaucoup de choses qui se passent en fait. Je trouve que la période définie pour cette opération n'est pas suffisante, puisque c'est une opération normalement selon la loi qui doit se faire chaque année. Et étant donné que cela n'est pas respecté, nous sommes à la porte d'une année électorale, une élection très importante. Donc je pense que le gouvernement doit donner le temps à tous les Ivoiriens de s'inscrire sur la liste électorale. Du côté des acteurs politiques, les avis divergent selon qu'on soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Des partis politiques tels que le PDCI, le PPSCI et le FPI réclament que certaines conditions soient réunies avant le démarrage de l'opération. Le PPSCI appelle le gouvernement à prendre toutes les dispositions idoines en vue d'un dialogue inclusif autour du processus électoral en général et la révision de la liste électorale en particulier. Le PPSCI demande à ce que les documents administratifs soient rendus gratuits, uniquement pour les élections de 2025, comme ce fut le cas en 2010. Le PDCI a toujours dit qu'il était intéressant pour éviter des dépenses, prendre des opérateurs privés, faire tout cela, d'avoir une inscription sur la liste électorale qui serait annuelle. Un jeune qui commence à 18 ans, pendant qu'il va établir sa carte nationale d'identité, on lui délivre en même temps une carte d'électeur en même temps qu'il est inscrit sur la liste électorale. Ça résout complètement les problèmes. Ce temps est trop court, il faut l'améliorer, le donner au moins 3 mois pour pouvoir enrôler le maximum de nos compatriotes. Mais au-delà du temps, il y a le coût des pièces. Si les dispositions ne sont pas prises pour alléger les frais liés à l'enrôlement, il est évident que de nombreux Ivoiriens qui sont en âge de voter ne pourront pas participer au processus électoral et cela peut impacter la légitimité des institutions qui seront élues. D'autres, par contre, dénoncent une tentative de passage en force de la CEI, la commission électorale indépendante. Nous ne serons pas surpris de voir que des milliers d'Ivoiriens ne seront pas inscrits. D'abord pour la durée, mais au-delà de la durée, il y a les difficultés que rencontrent de nombreuses populations à avoir les documents requis. Nous comprenons mal, alors que nous souhaitons qu'il y ait des discussions qui nous permettra de nous accorder sur des conditions consensuelles, que la CEI mais vraiment ignore totalement ces initiatives et engage de façon unilatérale une opération qui manifestement court à un échec programmé. Le RHDP, Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, parti au pouvoir, lui, se dit déjà prêt pour l'opération avec un objectif clair. Le parti se prépare activement au démarrage de l'opération de révision de la liste électorale fixée au 19 octobre par le gouvernement. Le RHDP s'est fixé un objectif de 1 200 000 potentiels primo-votants à inscrire sur la liste électorale. Malgré les divergences de vues sur les conditions dans lesquelles la CEI s'apprête à lancer l'opération de révision de la liste électorale, tous les partis politiques rencontrés ont invité leurs militants et tous les Ivoiriens en âge de voter à se mobiliser pour cette opération pour s'assurer d'avoir un fichier électoral suffisamment représentatif du peuple ivoirien. D'autres réactions dans ce journal, cette fois celle des planteurs de cacao. Depuis hier, ils sont fixés sur le prix du kilogramme borchon des fèves de cacao, fixé à 1800 francs CFA à l'ouverture de la campagne de commercialisation du précieux sésame. Une nouvelle qui a fait réagir des producteurs, aussi bien dans la région du Go que dans celle de San Pedro. Le reportage de Pierre Dipomelin. Les planteurs ivoiriens attendaient avec impatience l'annonce du prix du kilogramme borchon du cacao avant de vendre en toute sérénité leur récolte. C'est officiel depuis hier, 1800 francs CFA. C'est le prix minimum garanti du kilogramme cette année. Ici, à Baba, village à quelques encablures de San Pedro, Alain, chef de tribu et planteur,
salue ce niveau de prix jamais atteint et appelle le chef de l'État à poursuivre les efforts pour davantage améliorer les prix. On n'avait jamais eu ça, on n'avait jamais eu ce prix-là, mais toujours demander pardon au président de toujours continuer de penser à nous, ses enfants, continuer de nous aider à ce que le prix puisse encore plus augmenter. Honoré Zaoli, planteur et chef gourou de Baba, partage la joie d'Alain et espère aussi que le prix du kilogramme va poursuivre sa hausse. Vraiment, prix que l'État a donné, je suis très content. Je souhaite que si vraiment il pouvait encore augmenter encore plus. Direction le village de Madio, près de Gagnoa. Apollinaire et Franck ne sont pas très emballés par le nouveau prix. Ils espéraient plus. Pour moi aussi, l'État pouvait mettre à 2000 francs, ce serait bien. Oh, 1800, c'est bon, mais l'État pourrait aller au-delà de ça. On aura tout le monde, il y a trop de problèmes. C'est bon, on est content, mais c'est pas trop ça. On n'a pas pensé à ça même. En personne, on est passé à moins à 2000, à 2500. Niakale n'est pas de cet avis. Pour lui, 1800 francs CFA est un prix historique qui peut substantiellement améliorer les conditions des producteurs. Oh, en tant que planteur, je ne peux être qu'heureux. Parce que le plus grand désir du planteur, c'est d'avoir son produit bien payé. Voilà, donc je ne peux être qu'heureux. Je suis heureux. Très heureux même en fait. L'année dernière, le cacao a été acheté à 1000 francs le kilogramme à l'ouverture de la grande campagne avant de passer à 1500 à la petite campagne. Cette année, le prix plancher du kilogramme a atteint un niveau record en Côte d'Ivoire. Une tendance haussière qui augure des lendemains heureux pour les cacaoculteurs, mais aussi le pays qui pèse près de 40% de la production mondiale. Et on change de registre avec la santé. Quelle prise en charge pour les malades du diabète en zone rurale? La question a attiré notre attention. La situation des diabétiques est plus délicate en zone rurale qu'en zone urbaine. En plus du coût élevé des médicaments et des dialyses éprouvantes, les malades doivent parcourir de longues distances pour le suivi médical. Bénéficient-ils d'une prise en charge? Quelles sont les dispositions? Autant d'aspects abordés dans ce reportage de Nadia Iga. Nous sommes à Banzi, dans la région du Bélier, à quelques kilomètres de la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. Elisabeth Kwame réside dans ce village avec son mari enseignant. Voici bientôt 8 ans qu'elle souffre d'une hypertension qui lui a causé une insuffisance rénale. Ça me fait vomir, je chauffe, je suis malade, je suis fatiguée, je ne me sentais pas bien, on n'aurait pas lu. Donc monsieur dit, bon, comme c'est comme ça, allons à l'hôpital, on va voir. On arrive, on dit bon, d'arrêter de manger du sel. Que peut-être c'est la tension montait seulement. Jusqu'à on fait des analyses, on s'en va, on fait des analyses, on dit bon, c'est pas lui. On finit, on répond encore, parce que ça n'allait pas. Mon mari répond, il dit non, on fait des analyses, au fond on s'en va. On dit non, ces 2 reins sont foutus. En raison du manque de structure appropriée dans sa zone d'habitation, Isabelle doit se rendre 2 fois par semaine dans la ville pour des séances de dialyse. Des difficultés d'accès aux soins qui s'ajoutent au coût du traitement. Moi, par exemple, je n'arrive pas à prendre le vrai sang. Parce que ça ne va pas à moi. Je dois piquer Misera. Misera coûte 100 et quelques mille. Est-ce que je peux payer? Je dois me réveiller à 5 h du matin pour aller dialyser. Parce qu'on est nombreux. 5 h du matin, ce n'est pas prudent. Là, il faut t'arrêter. Une fois que tu es dialysé, tu ne peux pas te soigner au village. Pour un petit truc, on te dit, fais bilan. On nous a dit quand elle a eu le malade, on est parti, on a dit qu'il n'y a plus de place. Il fallait attendre et vraiment ça a fait saigner parce qu'il fallait faire les dialyses d'abord en clinique. Donc c'est un peu difficile déjà, financièrement, c'est cher. Il y a les dialyses dans les cliniques, on te parle de 90 000 séances. Et après l'expérience, il faut normalement 3 séances par semaine. Bon, imaginez vos 3 séances par semaine. Pour un fonctionnaire moyen, c'est pratiquement ton salaire qui s'en va à moins d'1 semaine. Aujourd'hui, Elisabeth bénéficie d'une prise en charge du gouvernement qui lui permet de faire la dialyse à 1750 francs CFA au lieu de 80 000 francs CFA. Si Elisabeth a pu être soutenue financièrement par son mari depuis le début de sa maladie, Étienne lui a assisté presque impuissant à la détérioration de sa santé. Au fur et à mesure, les médicaments coûtaient cher et chaque fois, il ajoutait un médicament. Vraiment, je ne pouvais plus. Et j'étais enflé, je n'arrivais même plus, quand je mange quelque chose, je rends. Et c'est comme ça, quand je suis allé à l'hôpital au CHU de Pogon, on m'a déclaré insuffisance rénale et il devait passer en dialyse.
Au début de la maladie, sincèrement, je recevais de l'aide un peu partout. Mais à un moment donné, c'était compliqué. C'est également le cas de Karine, qui a vu sa jambe amputée suite à sa maladie. C'est fatigant quand tu quittes à la dialyse comme ça. Tu ne peux même pas manger toute la journée. Et aujourd'hui, nous qui par la force des choses, on n'arrive pas à marcher. Tu es obligé d'être un poids pour tes enfants, pour ta famille. Face à toutes ces difficultés liées à la prise en charge, les dialysés de Yamoussoukro se sont regroupés en association. C'est vrai, le gouvernement a déjà trop fait en nous offrant 2 séances par semaine. C'est beaucoup, mais je ne dirais pas que c'est insuffisant. On est encore dans le besoin. Pour appuyer les dialysés et contribuer à la détection précoce de ces maladies chroniques, le Rotary Club Yamoussoukro président a organisé récemment un dépistage gratuit couplé à une séance de sensibilisation. Le Rotary a décidé d'organiser cette campagne de dépistage dans le but de permettre aux gens de connaître leur statut et pour une meilleure prise en charge. Et les malades qui seront dépistés seront directement référés aux différents médecins pour le suivi. De nombreux centres d'hémodialyse sont ouverts à travers le pays pour soulager les malades, notamment à Abidjan, à Boasso, à Dzopé, Bouaké, Gagnoa, Korogo, Mans et Yamoussoukro. La dialyse des adultes est subventionnée par l'État et revient à 1 750 francs CFA la séance, tandis que celle des enfants s'élève à 80 000 francs CFA. Hors de chez nous, les dégâts et les blessés causés par les frappes aériennes israéliennes sur la ville libanaise de Baalbek. L'armée israélienne a annoncé de nouvelles frappes sur des dizaines de cibles appartenant au groupe armé Hezbollah, soutenu par l'Iran. Pierre Dipomela. C'est environ 180 missiles que l'Iran a lancés ce mardi soir en direction d'Israël. Cela en représailles des assassinats de ses alliés que sont les chefs du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien. Des dizaines de détonations ont été entendues et des explosions ont été visibles dans le ciel. Dans les rues de Téhéran, la capitale iranienne, des milliers de personnes sont sorties pour célébrer cette attaque. Au même moment, des Israéliens priaient dans un abri anti-atomique à la gare routière centrale de Jérusalem. Cette attaque intervient 24 heures après l'annonce par le numéro 1 du Hezbollah de continuer la lutte contre Israël à Gaza. La résistance islamique continuera à affronter l'ennemi israélien en soutien à Gaza et à la Palestine, en défense du Liban et de son peuple, et en réponse aux assassinats et aux meurtres de civils. Nous ferons face à toute éventualité et nous sommes prêts si les Israéliens décident de lancer une invasion terrestre, car les forces de la résistance sont prêtes à combattre au sol. Pour rappel, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué dans une frappe israélienne sur Beyrouth, la capitale du Liban, le samedi 26 septembre 2024. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et de vos rêves. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.